merci beaucoup Sébastien, merci à tous. Vraiment très heureuse de vous retrouver évidemment dans ce format virtuel. On aurait aimé vous retrouver tous physiquement, donc ça sera pour une prochaine fois. J'espère peut-être pour l'année prochaine si tout se passe bien. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenidos a todos et merci infiniment de nous avoir rejoints autour de cet objectif extrêmement important qu'est le renforcement de la coopération franco-espagnole en matière de formation professionnelle. Alors pourquoi Destino FEP? Pourquoi travailler sur ce sujet? Bon, évidemment, c'est un sujet, je crois que vous en êtes absolument tous d'accord, un sujet extrêmement important pour notre relation bilatérale, mais c'est aussi un sujet majeur de la stratégie éducative conduite par nos deux gouvernements, le gouvernement français et le gouvernement espagnol, que ce soit au niveau national, et je salue les représentants des ministères ici présents, ou au niveau local, et je sais qu'il y a des consejerías qui sont ici représentés, et il y a aussi des DAREC, donc je les salue, et évidemment des chefs d'établissement, ce qui est extrêmement important, je les salue très chaleureusement. Donc un sujet central, une priorité de nos deux pays qu'il nous faut mobiliser pour enrichir notre collaboration et redonner et donner plus exactement à la formation professionnelle la place qui lui revient et qu'elle mérite. Alors, je ne vais pas trop vous dévoiler les prochaines échéances politiques franco-espagnoles, mais je voulais quand même vous informer qu'il y aura prochainement un sommet franco-espagnol, donc une rencontre entre le président Sanchez et le président Macron, et que ce sujet-là, la formation professionnelle, sera au menu des échanges, et je m'en réjouis. Cela démontre en tout cas, s'il en était besoin, l'importance que nos deux gouvernements accordent à ce sujet essentiel. Alors, bien entendu, l'ambassade de France se devait d'accompagner ce mouvement, cette priorité de nos deux gouvernements. Je remercie Sébastien Portelli et toute l'équipe de la coopération éducative de l'ambassade d'avoir organisé ce cycle. Donc, il s'agit d'un cycle de 7 webinaires qui va se dérouler tout au long de l'année et qui aura plusieurs objectifs. Bien entendu, favoriser les partenariats entre les établissements et les centres de formation professionnelle, favoriser la mobilité des apprenants, des élèves, des apprentis, des professeurs, favoriser des échanges d'expertise, d'expérience, favoriser naturellement l'employabilité, surtout en ce moment évidemment très difficile que nous traversons dans le contexte de la pandémie, favoriser aussi, et j'y tiens beaucoup, nous y tenons tous beaucoup, le plurilinguisme dans nos systèmes éducatifs et dans nos projets de collaboration. Ce soir, plutôt cet après-midi, comme on dit en espagnol, nous ouvrons donc ce cycle de 7 webinaires, et je remercie évidemment très chaleureusement nos intervenants de ce premier webinaire qui nous viennent d'horizons extrêmement variés. Nous avons représenté l'Aragon, le Pays Basque, la région PACA, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je crois que ça va être une première session extrêmement utile et extrêmement fructueuse. Et je vous souhaite donc une excellente rencontre virtuelle sur la formation professionnelle, et je cède tout de suite la parole à Sébastien Portelli qui vous en dira plus sur les intervenants et les thématiques des échanges. Merci beaucoup, Anne. Merci infiniment pour ta participation. Alors, quelques petites informations pratiques pour le confort de tous les participants. Vous avez remarqué que les micros et les caméras ont été désactivés par défaut. Vous pourrez néanmoins à tout moment utiliser la fonction chat de l'interface Zoom pour interagir entre vous. Pour adresser des questions à nos intervenants, merci d'utiliser la fonction questions-réponses de l'interface. Nos modérateurs les adresseront aux intervenants en fin de présentation. Un grand merci.
Pour votre information également, ce webinaire sera enregistré et mis en ligne avec les supports de présentation sur la chaîne YouTube de la coopération éducative en Espagne. Nous vous communiquerons les liens ultérieurement. Donc, je suis votre hôte, Sébastien Portelli, attaché de coopération éducative par intérim et rattaché bien sûr à l'Institut français d'Espagne. Alors, toute l'équipe vraiment est ravie de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui à ce premier webinaire du cycle Destino FEP qui proposera tout au long de l'année 2021 une immersion, on espère, inédite dans le monde de la formation professionnelle en France et en Espagne. Pour cette première édition, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir deux types d'institutions incontournables lorsqu'on évoque la formation professionnelle. Côté français, j'ai nommé les campus des métiers et des qualifications, et côté espagnol, los Centros Integrados de Formación Profesional. Nous avons donc l'immense plaisir de compter ce soir sur la participation de 4 intervenants de marque. Je vais les citer. Laurent Reynaud, directeur opérationnel du technocentre Henri Fabre à Marignane, région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Carla Monfray, directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications transfrontaliers, construction durable et innovante de Grenoble, région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Sonia Gil Romero, directora del CPIFP Piramide de Huesca, Aragón, et Alberto Aranz, directeur del CIFP Bidasoa de Irún, País Vasco. Voilà, sans plus attendre, je cède la parole à nos partenaires espagnols, grâce auxquels les Centros Integrados n'auront plus de secret pour vous. Sonia. Hola, buenas tardes a todos y muchas Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité à participer à cette rencontre. Je vais essayer de partager mon écran. Comme a dit Sébastien, je suis la directrice du Centre public intégré de formation professionnelle Piramide, qui est un centre qui se trouve dans une ville au nord de l'Espagne, en Aragon, à Huesca. Je vais commencer par expliquer en quoi consiste un centre intégré de formation professionnelle. Okay? En Aragon, les centres intégrés sont soumis à deux normes. D'une part, le règlement des centres organiques des centres intégrés de formation professionnelle et d'autre part, les institutions de fonctionnement qui marquent un peu les directrices du fonctionnement de ce type de centre. Les centres intégrés sont des centres qui offrent toute l'éducation du catalogue national de qualifications, donc des diplômes de formation professionnelle, mais aussi des certificats de professionnalisme. Donc, la différence entre les différents certificats, c'est que les diplômes de formation professionnelle sont dans le domaine éducatif, mais les certificats de professionnalisme sont des diplômes dans le domaine du travail. Les deux sont valables au moment de intégrer, de rentrer sur le marché du travail, mais les compétences sont différentes, évidemment. Donc, les centres intégrés offrent les deux formations, les deux types de diplômes. Donc, il y a une formation professionnelle initiale, mais aussi formation pour l'emploi, des services d'orientation professionnelle et d'emploi. Nous collaborons avec les procédures d'évaluation de compétences et l'offre est modulaire et flexible pour répondre aux exigences du marché du travail. En plus, nous favorisons la participation des partenaires sociaux de l'entourage productif du centre. En Aragon, il y a 9 centres intégrés. Pas tous les centres sont des centres intégrés, certains sont des lycées de secondaire et 9 sont des centres intégrés. 3 à Huesca, 3 à Saragosse et 3 à Teruel, avec la caractéristique en plus de travailler en réseau. Nous sommes des centres indépendants, mais nous maintenons un travail commun entre les 9 centres. Nous avons aussi un organe de participation, c'est le conseil social, qui est l'organe de participation de la société dans nos centres. Et donc, elle participe à nos activités au moment d'établir les directrices de notre fonctionnement, pour approuver notre budget, pour faire un suivi des activités du centre et même
pour la désignation du directeur du centre, etc. Le conseil social est composé par des représentants de l'administration provinciale et régionale, des représentants de l'équipe directive du centre et des enseignants, et des représentants d'organisations entrepreneuriales et syndicales. Donc, c'est très intéressant car ce sont ceux qui nous apportent des informations sur l'entourage de travail de notre centre. Si nous abordons notre centre de Pirámide, c'est un centre avec une longue trajectoire qui a démarré comme université du travail en 1967, axé sur les études de formation professionnelle de la chimie. Et c'était un institut où venaient des personnes de toute l'Espagne pour poursuivre des études de ce type. En 1979, ce type d'université disparaît et nous devenons un centre de formation intégrée, donc de secondaire, de formation professionnelle et des études universitaires. L'école universitaire d'ingénierie technique industrielle se trouve intégrée dans cet espace, dans ce centre, jusqu'en 1989 où l'université est séparée du centre et devient la Polytechnique. En 1990, avec l'arrivée de la LOCSE, la loi éducative, le centre intégré devient IES, Pyramide, où nous offrons des cycles de formation professionnelle et d'éducation secondaire. Et jusqu'en 2010, où il y a une séparation des deux études, de telle sorte que deux centres sont créés. D'une part, IES Pyramide et le Centre public intégré de formation professionnelle Pyramide. Dans le premier, il est offert des études de secondaire et dans le deuxième, des études de formation professionnelle. Donc, nous sommes deux centres, mais nous partageons un espace commun. Nous sommes, nous sommes amis entre nous. Donc, cette façon de nous développer tout au long des années explique que c'est un centre de 30 hectares assez grand où nous partagerons des espaces. D'une part, l'université, ce qui d'abord faisait partie du centre au début. Maintenant, c'est un centre indépendant, mais qui se trouve à côté de nos installations. Nous avons aussi un bâtiment que nous partageons, le IS Pyramide et le centre intégré, et puis toute cette forêt qui est un peu comme anecdote. Je peux vous dire que dans nos installations se trouve aussi le terrain de foot où où joue l'équipe de la ville. Donc notre centre s'appelle Centre Pyramide, car c'est la forme du bâtiment en fait. C'est un bâtiment qui a été construit au moment de la construction de l'Université du Travail comme salle de réunion, et ceci a été maintenu. Le bâtiment est un bien d'intérêt culturel du gouvernement d'Aragon. Quelles sont les caractéristiques du centre intégré? Comme j'avais déjà dit, nous offrons deux types de formation. D'une part, la formation professionnelle initiale, donc les cycles de formation. En Espagne, c'est un degré moyen ou un niveau moyen ou supérieur en fonction des connaissances transmises. Et nous avons différentes modalités, formation présentielle, à distance ou même en alternance pour les élèves qui travaillent et poursuivent des études parallèlement. Nous avons aussi une partie de formation pour l'emploi. Dans la formation pour l'emploi, nous offrons des actions d'insertion et de réinsertion pour former les travailleurs qui sont actifs ou au chômage. Donc, il y a des certificats de professionnalisme complets ou modulaires. Ce type d'enseignement se font à travers l'Institut d'Aragon d'emploi. Nous nous en occupons sur commande de cette institution. C'est un centre intégré car nous utilisons nos installations, les ateliers, les laboratoires et les classes aussi pour offrir ce type de formation. Donc c'est l'INAEM, c'est l'autorité du travail en Aragon, mais nous pouvons aussi offrir des formations sur demande des entreprises, des enseignements, des formations ponctuelles
nécessaires pour les travailleurs d'une entreprise donnée. Pour organiser toute série de formations, il y a une équipe directive formée par moi-même et par un secrétaire. Il y a aussi 3 chefs d'études, 2 chefs d'études qui s'occupent d'organiser la formation professionnelle initiale, les cycles de formation, et un autre qui s'occupe de la formation pour l'emploi. Donc, il y a une division du travail. Comme centre intégré, nous avons un département de formation intégré par famille professionnelle de notre centre. Et nous avons aussi toute une série de départements stratégiques, car comme centre intégré, nous menons des actions et elles se font à partir de ces départements stratégiques. Dans notre centre, donc, nous avons 8 familles professionnelles, activités physiques et sportives, commerce et marketing, électricité électronique, énergie et eau, bâtiments et ouvrages civils, informatique et communication, installation et entretien et chimie. Donc, ce sont des familles très diverses. Notre centre est très grand et donc, initialement, les enseignements provenaient de la chimie. Puis après de l'électricité, les enseignements ont été complétés au cours du temps. Nous avons d'autres départements transversaux, donc formation et orientation du travail et langue. Donc, ce sont des apprentissages offerts dans tous les cycles formatifs. Ceci pour les... donc, par loi, il y a 4 départements stratégiques. Information, orientation professionnelle et emploi, qui est donc c'est pour les utilisateurs du centre intégré. Et non seulement nos élèves sont des usagers, mais aussi toute personne ayant un lien avec notre domaine d'action qui a besoin d'une orientation. Nous avons aussi un département d'innovation et de transfert de connaissances pour favoriser la formation dans différents domaines. Le département d'évaluation et de certification de compétences collabore dans les procédures de certification de compétences. Ce sont des procédures moyennes dans lesquelles des personnes avec une certaine qualification ou compétences, mais qui n'ont pas de diplôme, car disons, ils ont une formation moyenne par l'expérience, ces personnes puissent certifier leurs compétences. Donc, pour certifier ces compétences, ceci se fait par l'agence des certifications de compétences d'Aragon, qui travaille avec les différents centres intégrés de la région. Nous sommes les satellites et l'élément de référence pour les citoyens au moment de développer ces apprentissages. Donc, nous participons avec ce département du gouvernement d'Aragon. D'autre part, il y a un département de qualité et d'amélioration continue qui fait un suivi de la qualité du centre. Ce sont les 4 départements stratégiques et tous les centres intégrés doivent posséder cette structure. Pour la partie stratégique de notre centre, nous considérons très important le fait que les départements soient des départements, c'est-à-dire des groupes de personnes et non pas une personne responsable uniquement de ce département. Donc, c'est vrai que la loi parle de chef de département, mais nous préférons parler d'équipe de travail. Donc, il y a une équipe de travail par département de formation intégrée, et puis il y a 6 groupes de travail stratégiques que nous considérons, disons, l'âme du fonctionnement du centre. Donc, qualité, innovation, formation, orientation professionnelle et emploi, évaluation et accréditation, certification de compétences. Et 2 groupes de personnes qui travaillent dans le domaine de l'Erasmus pour que, vous savez que les élèves de formation professionnelle en Espagne peuvent faire leur stage dans des entreprises qui soient en Europe. Donc, il y a un groupe de personnes qui s'occupent de gérer ceci. Un autre groupe de personnes travaille dans les... il y a 2... il y a 2 pépinières, disons, 2 incubateurs d'entreprises dans notre centre, et il y a donc des professeurs qui s'occupent aussi de ce domaine. Ce sont des équipes qui travaillent comme équipe, donc qui sont en quelque sorte autogérées.
L'équipe de direction au début de l'année se réunit avec eux, nous marquons des objectifs, mais ces équipes elles-mêmes sont très engagées et travaillent très bien toutes seules. Il faut considérer que toutes les personnes qui appartiennent à ces départements appartiennent aussi à un département de formation intégrée, car ce sont des enseignants du centre des différents domaines. Cette stratégie est représentée sous forme de 2 documents. D'une part, le projet fonctionnel. C'est un projet où nous définissons les objectifs du centre. D'une part, les objectifs marqués par le service de formation professionnelle à partir d'un document qui est le plan pluriannuel des fonctions des centres intégrés, qui est un document approuvé par le Conseil général de la formation professionnelle, qui marque les directrices à suivre comme centre intégré d'Aragon. Et donc, ces objectifs et ces directrices sont marqués. Nous les définissons sous forme de diverses actions dans le projet fonctionnel. Mais en plus, nous avons d'autres objectifs comme groupe de professeurs, et ceci est défini dans le plan annuel d'action. Ceci est rédigé au début de l'année académique et donc établit la stratégie pour le reste de l'année. Évidemment, après, nous faisons un suivi du déroulé, du développement de ces 2 documents. Dans notre centre, qu'est-ce que nous pouvons étudier? Comme j'ai dit, nous avons des familles professionnelles très diverses. Par exemple, le commerce et marketing. Et donc, il s'agit évidemment d'activités commerciales. Pour la famille d'installation électrique et automatique, nous avons 2 cycles. Un niveau moyen d'installation électrique et automatique et un autre système supérieur, un autre diplôme supérieur de système de télécommunication et informatique. Nos élèves peuvent accéder donc à un cycle supérieur de façon continue. Pour les installations électriques et automatiques, ceci se fait à distance et aussi de façon présentielle. Donc, dans les installations, le matin, c'est la modalité présentielle. Les élèves viennent dans notre établissement avec, disons, la formation habituelle de formation professionnelle, et à distance est un mode prévu pour que l'élève travaille à travers une plateforme. Mais comme ce cycle est un cycle très pratique, très manuel, il y a toute une série de stages au long de l'année. Et donc, au début de l'année, ces élèves savent quand est-ce qu'ils devront assister physiquement pour faire ce type d'expérience pratique en plus de la formation théorique. Dans la famille de entretien nous avons l'entretien électromécanique et l'entretien d'installation thermique de fluides et mécatronique industrielle. Pour ces cycles, les élèves travaillent avec une méthodologie ACBR, apprentissage collaboratif basé sur les challenges, moyennant un programme du gouvernement d'Aragon, c'est le campus 1.0. Et ce que nous visons, c'est changer la méthodologie habituelle des classes. Donc, l'élève doit relever un défi, un challenge pour développer son apprentissage. Dans la famille professionnelle de chimie, qui était le début de notre centre, nous avons des opérations de laboratoire et un niveau supérieur de laboratoire d'analyse et de contrôle de qualité. La caractéristique de ces études supérieures, c'est qu'il y a une première année commune, puis les élèves qui s'y intéressent peuvent suivre la deuxième année en alternance. Donc, une partie de l'apprentissage se fait dans le centre et une autre partie dans une entreprise en dehors du centre. Comme les entreprises de chimie sont loin de notre ville, de notre centre, ce que nous faisons, c'est que l'élève passe 6 semaines dans notre centre et 6 semaines dans l'entreprise, car la plupart des entreprises se trouvent à peu près à 100 km de notre centre. Donc, cet apprentissage en alternance devient faisable. L'option, à la fin, est d'intégrer l'entreprise comme un travailleur. Nous offrons aussi la famille de
de projet du bâtiment, projet d'édification, et nous travaillons aussi avec la méthodologie du challenge, du défi, des cycles d'énergie et d'eau. Nous travaillons ici avec l'efficience énergétique et l'énergie solaire thermique, les énergies renouvelables, bien sûr. Pour la première fois, nous avons intégré cette année la famille professionnelle d'informatique et communication avec le cycle développement d'applications web. Et nous avons aussi des cycles pour les activités physico-sportives, avec 2 cycles, donc animation socio-sportive et conditionnement physique. Dans cette famille professionnelle, il y a des détails caractéristiques, car nous avons des enseignements, des formations spéciaux, par exemple pour le foot. Donc, ce sont des élèves qui suivent des formations à différents niveaux, et à la fin de leur formation, ils peuvent devenir des coachs, des entraîneurs de différentes catégories de foot. Ils travaillent d'une façon différente. Ce sont des apprentissages de régime spécial. Donc, les horaires, la façon de travailler, les modules sont différents du reste des formations. D'autres projets dans lesquels nous travaillons dans notre centre, c'est le projet Intercentre. C'est un projet du département d'activité physique et sportive qui veut favoriser l'activité sportive parmi les élèves de secondaire. Donc, tous les ans, les élèves de ce cycle de cette famille professionnelle organisent des activités pour les élèves de secondaire de tous les centres de Huesca. Donc, tous les ans, nos élèves viennent dans notre centre pour jouer au volleyball ou faire de l'athlétisme. Donc, en plus de favoriser l'activité sportive dans des sports qui ne sont pas majoritaires, en plus, tous les enfants, tous les élèves de secondaire de Huesca peuvent connaître notre centre et les études offertes. Donc, c'est une façon de diffuser les enseignements de façon très simple. C'est pour les élèves qui viennent, c'est vraiment une journée merveilleuse. Un autre projet important, c'est le programme Connaître les professions. Il est développé dans notre centre depuis quelques années, car nous savons que presque tous les enfants peuvent expliquer en quoi consiste travailler comme un policier ou un médecin, mais c'est beaucoup plus difficile de dire en quoi consiste l'activité d'un technicien de laboratoire. Donc, évidemment, nos activités sont moins populaires, et donc nous voulons que les élèves de primaire et secondaire viennent dans notre centre et d'une façon didactique apprennent les différentes familles professionnelles. On ne parle pas de cycle ou de formation. Tout simplement, nous apprenons avec ces élèves à faire de la chimie ou d'autres activités moins connues. Et donc, les élèves de primaire et secondaire apprennent de façon très ludique. Un autre projet qui nous tient au cœur, c'est la Feria de Empleo, la foire en emploi, qui vise à mettre en contact les élèves avec les entreprises. Donc, nous invitons des entreprises de notre secteur, nous les invitons à notre centre pour présenter les postes de travail libres, et donc que nos élèves aient un premier contact chez eux, en quelque sorte, avec le marché du travail. En plus, ces entreprises cherchent des travailleurs comme ceux que nous formons. Donc, c'est win-win, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Malheureusement, la pandémie est arrivée, donc cette année, la situation sanitaire ne va pas nous permettre de tenir cette foire à l'emploi. Nous avons aussi un projet de collaboration avec différents pays européens, le projet GreenVet pour soutenir les objectifs de développement durable. Et tout ceci explique que nous avons dans notre centre à peu près 500 élèves et 75 professeurs qui viennent matin et soir dans notre centre. Si vous voulez plus d'informations sur notre centre, vous pouvez accéder à notre site web. Vous pouvez le voir sur l'écran, et sinon, je suis évidemment à votre disposition.
Moi, je ne parle pas français, mais je peux évidemment. Bon, la communication serait un peu difficile, mais quand même, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions. Muchas gracias, Sonia. On vous fera remonter quelques questions du public. Il y en a beaucoup une fois que votre collègue Alberto aura pris la parole. Sin más preámbulos, doy la palabra a Alberto del País Vasco. Alberto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Voy poniendo la presentación. Bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran. Je crois que vous le voyez. En premier lieu, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de participer à cette première rencontre. Sonia a presque tout fait avec une présentation merveilleuse des cycles de formation de son centre. Et moi, je ne connais pas son centre, même si nous sommes assez près l'un de l'autre, mais espérons que la situation sanitaire s'améliore et que nous puissions bientôt tenir des réunions présentielles. Donc, je vais vous présenter le centre de Irún, qui est tout près d'Irún, près de la frontière. Moi, en fait, de ma fenêtre, je vois l'autre côté. Irún est une ville de 63 000 habitants, c'est le Pays basque espagnol. Et vous pouvez voir ici notre centre. Au fond, ces maisons et la mer c'est la France. C'est un centre qui a été fondé en 1959, donc il a toute une histoire derrière lui. C'est un centre intégré. Au Pays basque, les centres intégrés de formation professionnelle sont 34. Donc nous sommes un des 34 centres entre les trois provinces, Guipúzcoa, Álava et Vizcaya. Le plus important, vous le voyez ici, c'est notre actif le plus précieux, c'est notre personnel. Nous sommes 88 professeurs et d'autres personnes qui nous aident pour le reste des services du centre. En ce qui concerne les élèves, c'est un centre à peu près de la taille de celui de Sonia, de Pyramide de Huesca. Nous avons à peu près 513 élèves et nous voyons ici les tendances. Dernièrement, nous avons augmenté les élèves, très peu de femmes. Nos cycles industriels sont surtout industriels et donc la plupart de notre public, de nos élèves, sont des hommes. Même si nous développons beaucoup d'activités pour attirer les femmes aussi, les jeunes femmes, mais c'est difficile. Donc, nous avons plusieurs certificats, donc certification de qualité, ISO, FQM, AENOR, certificat d'innovation, reçus tout au long de nos années d'activité. Nous avons un système de gestion qui nous aide au fonctionnement basé sur ces 5 processus de base. Nous classons nos groupes d'intérêt en 3, clés, remarquables et secondaires. Donc, du plus important au moins important pour nous. Pour nous, le plan stratégique développé tous les 4 ans est très important. Nous venons de lancer le dernier plan, 2020-2024, où nous travaillons sur des domaines stratégiques, notamment l'apprentissage dans le contexte 4.0, l'innovation, le développement durable et responsabilité sociétale, l'internationalisation et l'organisation intelligente. Ce sont nos 4 axes stratégiques sur lesquels nous travaillons. Notre offre de formation ressemble beaucoup à celle du centre de Sonia, donc un grade moyen et un grade supérieur, un cycle moyen et un cycle supérieur, donc installation et meubles, installation de télécommunications, électrique et automatique. Et nous offrons aussi des formations pour les travailleurs et les personnes qui sont au chômage, la formation pour l'emploi. Au Pays basque, nous avons un guide qui est le plan basque de formation professionnelle. Nous sommes au 5e plan, le 6e est en plein développement, qui marque les directrices qui, en principe, doivent être respectées. Ce sont les stratégies, surtout basées sur l'emploi du futur et le talent 4.0.
Récemment, en Europe, la formation professionnelle a été reconnue comme une référence au niveau européen. Et vraiment, notre centre est ravi d'être au centre de cette reconnaissance. C'est ce que les entreprises exigent et quelque chose qui change constamment et donc nous devons nous adapter de façon constante et nous mettre à jour. Ici, vous pouvez voir l'organigramme sous lequel nous fonctionnons jusqu'à présent. C'est l'organigramme ordinaire des centres de formation professionnelle intégrés où il y a un conseil social, un directeur, une équipe directive, des départements. Et récemment, nous avons participé à un centre pilote, à un programme pilote de divers centres du Pays Basque. Et donc, maintenant, la direction exécutive reçoit le soutien de différentes directions qui aident à une meilleure gestion et à un meilleur fonctionnement des centres avec ces soutiens. Toutes ces directions de soutien ont une série de fonctions qui sont en train d'être définies et qui nous aident à travailler de façon plus efficace. Une autre ligne stratégique que je dois mentionner, c'est la compétence numérique. Dans chaque centre, il y a un plan qui aborde ce type de compétences. Et ceci, actuellement, nous a aidé beaucoup à fonctionner puisque nous utilisons des moyens télématiques et nous avons besoin de compétences informatiques qui nous aident à connaître des applications très utiles pour interagir avec nos élèves. Nos professeurs maîtrisent toutes ces applications. Ceci qui nous préoccupe beaucoup dans les centres, c'est la gestion de la documentation. Tout au long des années, avec la numérisation, nous avons chargé nos équipements, nos ordinateurs de beaucoup de documentation. Donc, nous avons préparé cette intranet qui est très utile pour nos enseignants. Et donc, sous forme d'icônes, tous les professeurs peuvent trouver la documentation pertinente. Nous participons dans la formation professionnelle du Pays Basque. Il y a une institution qui dépend de l'innovation. C'est le système de recherche et d'innovation appliqué à la formation professionnelle du Pays Basque. Je parle ici de l'innovation avec une structure très définie dans laquelle nous pouvons participer comme centre intégré. Et dans notre entourage, nous avons la chance de recevoir le soutien de programmes comme Basque Industry 4.0 qui nous aident à avoir un entourage très positif pour le développement de notre centre, de centres industriels comme le nôtre. Vraiment être à côté d'un centre basque de la cybersécurité est très utile pour nos élèves. La collaboration avec les entreprises est très étroite. Vous pouvez voir ici quelques entreprises qui ont des rapports avec notre centre. Celui-ci est un des programmes auxquels nous participons, dirigé du département de la formation professionnelle, c'est ICAS Empresa. Ceci est une simulation disons, nos élèves participent de façon théorique à la gestion d'une entreprise et avec un autre programme qui s'appelle Uratsbat, nous créons après les entreprises. Et notre centre, dernièrement, a créé 16 entreprises que vous voyez ici. Et en fait, au Pays Basque, il y a plus de 800 entreprises créées avec des anciens élèves de notre centre à la fin de leur formation. Ici, vous pouvez voir des projets. Le premier lié à l'électromobilité pour la recherche des voitures électriques et un autre projet d'Internet pour les maisons isolées. Ce qui nous aide beaucoup dans notre territoire, nous sommes à Irún, il y a 3 centres de formation professionnelle, un qui est public et privé et deux publics. Donc avec l'agence de développement et cette agence du gouvernement du Pays Basque, NICA, nous développons beaucoup de projets. Au lieu d'être des concurrents, nous sommes des collaborateurs. Nous comptons aussi sur le programme Tekagune, qui est un programme qui offre des services et des collaborations aux entreprises en vue d'améliorer les compétences des enseignants en faisant des travaux réels.
Un autre domaine important pour la formation professionnelle est le relais le générationnel. C'est-à-dire, il y a beaucoup de professeurs qui prennent la retraite et donc nous abordons ce sujet avec les associations d'entrepreneurs pour que les jeunes occupent les postes de travail des travailleurs qui prennent la retraite. La femme dans l'industrie est aussi un volet très important, car comme je disais avant, les femmes s'intéressent peu aux cycles industriels, au cycle de formation industrielle, et donc nous menons diverses actions pour améliorer cette situation. Le talent 4.0 est aussi très important car il y a aujourd'hui beaucoup de postes vacants, beaucoup de postes qui sont vides car il y a un manque de travailleurs formés pour ce type de poste. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que les compétences sont accompagnées d'une attitude positive. L'industrie 4.0 marque notre 5e plan basque de formation professionnelle et nous y travaillons dans divers domaines en essayant d'être toujours dans les connaissances de pointe. Évidemment, où est-ce que nous voulons être, à gauche ou à droite. Donc, le centre de formation a une trajectoire très, très longue en ce qui concerne les projets d'innovation. Et dernièrement, nous avons travaillé pour voir comment gérer les projets d'innovation pour qu'il y ait des dynamiques et des procédures systématiques avec une organisation qui nous aide à avoir tout un portefeuille de projets pour pouvoir travailler. Donc, d'une part, nous avons un système d'observation, de formulation de projets et un développement pour exploiter ces projets. Ici, nous avons un peu les trois piliers et leur développement. Ceci pour le système de surveillance. J'imagine que la présentation pourra être envoyée après. Si je vais trop vite, désolé, mais si après vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez l'avoir plus en détail. La phase intermédiaire consiste au développement des projets d'innovation. Et la dernière phase très importante pour les projets d'innovation, c'est la phase d'exploitation pour tirer le plus grand profit de ce transfert de connaissances, des connaissances qui découlent de ces projets. Ceci est très important. Quand nous avons commencé avec ces dynamiques de l'innovation, celui-ci était l'organigramme. Ici, vous pouvez voir les projets en développement au centre et les projets en exploitation. Et maintenant, le schéma, l'organigramme est comme celui-ci que vous voyez. Il y a beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'apports et donc beaucoup plus de projets en développement et en exploitation. Actuellement, le centre travaille sur ces 10 projets. Certains, comme les drones, sont des projets déjà qui ont une histoire de 10 ans, mais qui sont réorientés ou appliqués à de nouveaux domaines, le domaine industriel par exemple, ou parfois de coopération avec des ONG, des projets d'éco-mobilité dans différents domaines. Les projets sont gérés, ce ne sont pas des projets petits d'un centre, mais ce sont des projets plus larges où participent plusieurs entités. Par exemple, les projets où participent plusieurs centres, les 2 centres de formation de Bidasoa et Tolosaldea, mais aussi diverses entreprises. Nous tenons aussi des journées pour les entreprises. Il y a toute une offre de formation pour les travailleurs, une formation mise à jour où nous offrons une formation d'actualité pour l'industrie 4.0 et des domaines de ce genre. S'il y a de bons rapports avec les entreprises, évidemment, des domaines comme la formation professionnelle en alternance offrent plus d'opportunités. Nous travaillons en fait 55 élèves de notre centre étaient en formation en alternance avant la pandémie. Mais évidemment, maintenant, ces données, cette quantité d'élèves a diminué. Nous avons de nouvelles méthodologies d'apprentissage
ETAFI au Pays Basque, où nous visons l'amélioration des compétences techniques et des compétences transversales pour obtenir des compétences professionnelles exigées par l'entreprise. C'est notre modèle méthodologique où nous travaillons sur divers aspects, non seulement les valeurs comme évidemment les valeurs d'apprentissage, la numérisation, divers aspects sont abordés. Les espaces ont été adaptés pour pouvoir travailler avec ces méthodologies de façon plus collaborative, avec du travail en équipe. Comme vous pouvez voir, nous pouvons même utiliser les murs pour écrire. Et il y a des ateliers, des espaces organisés pour développer la créativité et le travail en équipe. D'autres projets, par exemple, nous l'avons intitulé Nous voulons voler. Et en 2011, en effet, nous avons participé à un projet pionnier au niveau national dans l'utilisation de drones avec diverses applications techniques, comme celles qui sont orientées vers l'efficience énergétique, le bâtiment, l'agriculture, la durabilité, etc. Et même, nous avons créé un programme de spécialisation offert après la formation supérieure. Des aspects comme la durabilité sont aujourd'hui encore plus importants et nous participons dans différents domaines avec cette organisation Technica. Nous travaillons dans le développement de nouveaux modèles de masques, par exemple, et donc des questions d'actualité pour lutter contre la pandémie. Comme disait Sonia, dans tous les centres, nous travaillons avec les objectifs de développement durable et notamment avec ce programme Valeurs 4.0. Et donc, au moment les plus durs de la pandémie, où il y avait un manque de matériel, d'équipements pour les hôpitaux, nous avons fabriqué avec les imprimantes 3D des écrans de protection et des masques. Et ceci a été très utile, évidemment, pour le personnel sanitaire. Nous travaillons aussi dans les noyaux de réseau. Nous participons à 4, le noyau de fabrication avancé, avec d'autres, ces nœuds de fabrication avancés. Nous travaillons pour la prospection et le transfert de connaissances avec les entreprises les plus importantes du Pays Basque pour déterminer quelles sont les technologies qui doivent être enseignées et développées dans nos centres intégrés. Au Pays Basque, nous développons aussi des ateliers intelligents qui abordent une série de domaines considérés comme les plus importantes de l'industrie 4.0. Et dans notre centre, par exemple, nous avons créé un entrepôt intelligent qui détecte qui rentre dans cet entrepôt, qui prend un outil. Et les outils intègrent un senseur RFID. Donc, tout ceci nous donne beaucoup d'informations sur l'utilisation des outils, la personne qui l'utilise, etc. Et pour avoir l'entretien pertinent. Nous participons aussi avec des ateliers connectés. Un professeur du centre offre la formation à d'autres élèves, à d'autres centres. Et en fait, nous sommes en communication constante avec d'autres centres et nous participons de façon conjointe à des projets de fabrication mécanique. Les composites, par exemple, les matériaux composites sont très importants pour l'entreprise et ceci a reçu une priorité spécifique dans notre centre pour la simulation et la fabrication. Un autre domaine important, c'est la gestion moyennant des systèmes ERP où nous gérons des ateliers par exemple, pour faire l'appel ou pour réviser les machines avec des systèmes de reconnaissance faciale pour voir quel est l'élève qui va utiliser cette machine, s'il a les compétences, s'il a réservé la machine, s'il porte les équipements de protection pertinents, etc. Et donc, nous pouvons, avec une machine comme celle-ci, faire même de la réalité virtuelle. Pour les programmes de mobilité, comme je disais, au Pays Basque, nous développons divers programmes de coopération avec divers pays. Par exemple, ici, vous pouvez voir un projet que vous connaissiez déjà, le centre Miguel Altuna. Et avec les centres de 4 pays européens, nous travaillons au développement d'ateliers intelligents.
ici, je conclus, vous pouvez voir l'insertion des élèves, de nos élèves. Avant, en 2019, il y avait une intégration, une insertion de presque 100%. À cause de la pandémie, ce chiffre maintenant est à peu près à 60 et quelques. Donc, notre objectif est une organisation qui veut être intelligente pour travailler sur ces valeurs importantes pour améliorer notre formation et travailler de façon plus efficace. Je crois, désolé d'avoir été trop long. Peut-être que vous aurez des questions après. Je serai ravi d'y répondre. Évidemment, je vous invite à rester en contact et à continuer à parler au téléphone, par email ou encore mieux, de façon présentielle. Merci beaucoup. Merci infiniment, Alberto. Merci, Sonia, pour ces présentations qui étaient passionnantes. Alors, effectivement, on est un tout petit peu en retard sur le programme, mais je propose que pendant que les collègues de France se préparent, Elsa, si tu veux nous faire remonter une ou deux questions pour les collègues d'Espagne, tout en sachant que, bien évidemment, on a reçu beaucoup de questions. On s'occupera et on s'attachera à faciliter les mises en relation a posteriori, bien évidemment. Elsa? Oui, bonsoir a tous. Donc, muchas preguntas, efectivamente. Las voy a hacer Effectivement, beaucoup de questions. Je vais les poser en espagnol, puisque ce sont des questions adressées à Alberto et à Sonia. Une première question, c'est savoir si les élèves adultes dans votre centre, dans vos centres, sont mêlés aux élèves jeunes. La formation pour l'emploi, ce sont des cycles qui se font à part. Donc, dans nos cycles, il y a des personnes, des adultes qui profitent pour se mettre à jour professionnellement, mais même si c'est dans le même centre et en partageant les mêmes espaces, peut-être que le matin, c'est un cycle formatif de niveau moyen et avec ces mêmes machines, le soir, c'est une formation pour l'emploi. Donc, les espaces sont les mêmes, les professeurs, les enseignants sont aussi les mêmes, mais évidemment, parfois, nous embauchons des professeurs externes, mais normalement, les professeurs sont les mêmes. Les adultes du centre, disons, coexistent évidemment avec les jeunes, mais normalement dans des horaires différents. Alberto, une question aussi pour toi, une question très intéressante. Est-ce que vous avez un programme spécifique pour encourager les femmes à étudier dans votre centre, qui accueille surtout des hommes, comme tu disais? Oui, effectivement, nous menons diverses actions au niveau du Pays basque, car c'est un besoin. Donc, le talent, évidemment, concerne les hommes et les femmes. Et nous voudrions accueillir plus de femmes dans le domaine industriel et dans la formation professionnelle, mais c'est le cas aussi pour les ingénieries. Par exemple, l'informatique s'appelait avant une licence en informatique. Maintenant, ça s'appelle ingénierie en informatique et il y a beaucoup moins de femmes. Uniquement le nom, disons, a changé le taux de femmes dans cette formation. Une dernière question pour les deux avant de passer la parole à nos invités français. Vous avez aussi des programmes de collaboration avec des centres français ou des Erasmus ou des échanges? Je suis sûr qu'il y aura des centres français qui s'y intéresseront. Cette année, évidemment non, c'est une année compliquée pour tous, mais l'année dernière, nous avons accueilli des élèves qui faisaient une partie de leur formation dans notre centre pour obtenir des compétences qui, oui, effectivement, ce sont des programmes qui marchent très bien, et ceci pour les activités physiques et sportives, pour la chimie. Il y a des formations transfrontalières. Cette année, évidemment, est particulière, mais sinon, évidemment, nous serions encore plus ravis de pouvoir développer des programmes de collaboration
Alberto, oui, bien sûr, nous sommes tout près de la France, donc avec Canto, le centre de Canto de Biarritz, il y a des rapports quotidiens, il y a des stages qui se font dans leur centre et vice-versa. Nous sommes à peu près à une demi-heure de distance ou avec d'autres centres plus éloignés comme l'Institut des métiers d'Ortier ou des centres du nord de la France où il y a des échanges d'Erasmus, sauf cette année à cause de la pandémie. Merci beaucoup. Merci, merci Elsa, merci encore à Sonia et Alberto. Alors, on lisait aujourd'hui dans la presse espagnole que seuls 9% de femmes s'inscrivent dans le cadre de la formation professionnelle en Espagne, alors que ces 9% de femmes sont celles qui trouvent le plus facilement un emploi et qui touchent un meilleur salaire selon les statistiques. Donc, une pensée pour plus tard et pour peut-être un futur webinaire. En tout cas, nous avons tous noté que les recherches de partenariat et les demandes de partenariat sont fortes côté espagnol vis-à-vis de la France. Et je pense que les collègues français auxquels nous cédons la parole immédiatement, Carla et Laurent, nous en parleront peut-être aussi. Carla? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je partage mon écran. Et activez votre vidéo, Carla, si vous voulez bien. Oui, donc bonjour à tous et merci pour cette opportunité de voir un peu comment fonctionnent les centres en Espagne aussi. C'est intéressant. Donc, je suis directrice opérationnelle donc, du campus des métiers qualification transfrontaliers dans le domaine de la construction durable et innovante. Transfrontalier parce que je couvre deux territoires français, donc le Nord-Isère et le Genevois français, donc avec la frontière avec la Suisse. Donc, dans un premier temps, donc, je vais vous parler des campus en France. Donc, il y a environ 95 campus des métiers regroupés autour de 12 filières d'activité. Donc, ils ont été créés en 2014, donc une initiative du ministère du Travail et du ministère de l'Éducation nationale pour répondre à une difficulté, donc certains métiers qui sont en tension partout en France et qui n'arrivent pas à trouver de la main-d'œuvre pour pouvoir les postes existants. Donc, ces campus, ils sont labellisés, donc un label qui est valable de 4 ans. Donc, je vais vous en parler après des critères qui sont retenus. Et ces campus, au bout de ces 4 ans, ils peuvent redemander le renouvellement de ce label ou demander un label qui s'appelle campus catégorie d'excellence. Donc, l'année dernière, Emmanuel Macron, donc président français, il a dit qu'il avait comme objectif donc, de passer de 23 campus d'excellence en 2020 à 80 campus d'excellence en 2021. Donc, c'est un objectif ambitieux, à part de sa demande. Donc, globalement, les objectifs sont de soutenir le développement d'une filière porteuse d'avenir. Donc, il y a beaucoup de travail dans ces différentes filières. Maintenir les compétences dans les territoires et améliorer l'insertion professionnelle. Améliorer les parcours de formation et accompagner les voies professionnelles dans ces domaines-là pour les rendre plus attractifs et développer les liens qui existent entre les établissements de formation initiale et les entreprises. Donc, soit les entreprises viennent aussi intervenir et montrer comment les métiers évoluent. Ça fait partie de mon travail aussi. Les campus, ce sont des réseaux de partenaires. Donc, comme vous pouvez voir à gauche, donc, il y a les lycées. Donc, le campus où je travaille, donc, on a environ 16 lycées qui font partie de notre campus. Il y a des lycées de voie professionnelle et de voie générale technologique en France. Donc, il y a les deux parties. Il y a des organismes de formation continue, donc il y a sur la professionnalisation, après pour les personnes qui sont déjà dans le métier ou qui veulent se reconvertir. On travaille avec des collectivités territoriales, donc dans chaque territoire, on travaille avec le territoire d'Annemasse et les collectivités de Nord-Isère.
On travaille avec l'enseignement supérieur, des organisations professionnelles, donc des fédérations françaises du bâtiment, et la CAPEF, donc c'est un réseau d'artisans qui sont, voilà, il y a un organisme national et après il y a des fédérations et des départements en France avec qui on travaille, avec des pôles de compétitivité clusters, donc qui doivent assurer le développement économique et l'émergence d'innovation dans les domaines, des associations, le pôle emploi, des réseaux d'entreprises et les entreprises en direct aussi. Voilà, les campus généraux en France, ils sont tous organisés à peu près de cette façon-là. Au niveau des critères de la labellisation, donc il y a 11 critères auxquels les campus doivent répondre, dont 5 qui visent l'excellence. Donc on dit qu'aujourd'hui, les écoliers, 65% des écoliers diplômés, ils vont pratiquer des métiers qui n'existent pas encore. Donc c'est ce qu'on vit aujourd'hui déjà. On est amené à faire des métiers différents, ceux pour lesquels on a fait nos études. Donc, les campus d'excellence, ils doivent former à ces métiers de demain, faire connaître ces nouveaux métiers et innover grâce à des espaces dédiés. Donc, les critères, donc un diagnostic partagé de l'analyse économique, socio-économique, donc c'est un critère d'excellence, c'est quelque chose qui doit être traité. Un périmètre identifié d'acteurs, des territoires, des structures, des certifications qui existent, donc on puisse mobiliser en termes de recherche. Après, en termes de critères d'excellence, on a un développement et une visibilité à l'international. Donc, on en parlait tout à l'heure, des partenariats qu'on puisse établir avec les différents pays. Donc, ça fait partie de l'excellence. Des lieux d'innovation et d'épanouissement. Donc, ça comprend donc, des lieux où on peut innover. Et avec une offre sportive et culturelle, ainsi qu'une capacité d'hébergement. Et un dernier, comme critère d'excellence, une démarche de qualité effective qui est faite de façon externe de façon à avoir ce label. Donc après les différents critères, donc des objectifs stratégiques clairs et ambitieux, une gouvernance régionale spécifique d'ampleur nationale, un pilotage opérationnel du campus, donc ça c'est de mon ressort avec les partenaires, des moyens financiers et humains garant de l'opérationnalité et de l'ambition du projet, une identité forte et fédératrice, des parcours innovants de formation professionnelle. Voilà, donc on a vu les différents critères qui servent à la labellisation des campus, y compris ceux qui l'amènent à l'excellence. Donc, les campus dans la filière dans laquelle je travaille, dans le domaine du bâtiment, donc on a 11 campus en France métropolitaine et 2 dans les territoires dom-tom. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 3 campus, dont celui dans lequel je travaille, campus de design et de l'habitat, donc dans le territoire de Saint-Étienne, et c'est le campus d'urbanisme et construction vers une ville intelligente, donc plus placé dans la ville de Lyon. Donc actuellement, on travaille pour voir comment on peut mutualiser certaines actions de ces 3 campus, parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses en commun. Après, il y en a d'autres, donc vous voyez en Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et la Guyane et la Réunion. À la Réunion, c'est un campus d'excellence. Donc, il a été labellisé avec les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je suis arrivée au mois de septembre l'année dernière, avant que je sois arrivée. Donc, il y a eu une réunion avec tous les campus de France qui travaillent sur l'habitat. Ce sont des initiatives qu'on aimerait poursuivre, mais bon, avec la crise sanitaire, c'est vrai que ça devient un peu compliqué en ce moment de se réunir physiquement. Après, le campus où je travaille, donc ces campus, il est porté par le lycée Jean Monnet, donc basé à Annemasse. Donc c'est un lycée qui comprend la voie générale technologique et la voie professionnelle, avec différents types de formations. Il y a un lycée support, donc dans le territoire de Nord-Isère, donc lycée Loiselet à Bourgoin-Jallieu, pour le coup, il ne fait que de la voie générale. Les différents partenaires du campus, donc on couvre des formations qui vont du CAP, donc certificat d'aptitude professionnelle, jusqu'au niveau doctorat, parce qu'on travaille aussi avec l'université de Savoie-Mont-Blanc,
en particulier et aussi une école en Suisse. Et donc là, on peut aller jusqu'au niveau supérieur. Et aussi la formation continue. Le campus, il a été inauguré en février 2019. Donc on est à peu près de 2 ans, plus de 2 ans d'activité. Nous avons des axes stratégiques qui ont été définis donc, au sein d'un comité stratégique dont les différents partenaires, ils en font partie. Donc, on a décidé de travailler sur l'amélioration de l'attractivité des métiers, des formations et des entreprises du secteur de la construction durable. Impulser les échanges et les partenariats entre les acteurs des organismes de formation, les entreprises, la recherche et les collectivités des territoires. Accroître les performances des acteurs, notamment par une meilleure efficience de l'offre de formation, soit plus adaptée aux besoins des entreprises. Et développer des éléments structurants du campus, donc voilà, son budget, sa façon de communiquer. Donc, on travaille actuellement sur le site internet du campus qui n'existe pas encore, mais voilà, comment structurer le campus qui n'a pas encore, voilà, qui a encore beaucoup d'actions à développer. Après, dans l'image, donc vous voyez le territoire qui est couvert. Au niveau du rectorat de Grenoble, l'Académie de Grenoble pour laquelle je travaille, donc il y a d'autres campus dans d'autres domaines. Donc, on a la restauration, le numérique, l'énergie et la mécanique. Et après, nous avons aussi des collaborations. Donc, on travaille entre collègues pour partager voilà, les projets qu'on a, les bonnes pratiques. Chacun peut voilà, partager ses expériences et ça permet d'avancer chacun avec ses projets et éventuellement trouver des collaborations. Donc, je vous donne quelques exemples d'actions que le campus a pu mener. Donc, l'année dernière, parce qu'on recherche en fait des financements de l'État français pour pouvoir financer les projets du campus. Donc, il y a un gros travail qui a été fait l'année dernière pour mobiliser des partenaires auprès de différentes actions qui ont été définies. Un programme qui s'appelle Programme d'investissement d'avenir, auquel malheureusement on n'a pas déposé le dossier parce que ces programmes, donc il y a une partie qui a un financement de l'État, environ 50% en général, mais après il y a les autres 50% qu'il faut aller chercher ce qu'on appelle les cofinanceurs. Et là, entre la crise du Covid, ça a été très compliqué, donc on n'a pas réussi à avoir ces cofinancements, donc on a décidé de ne pas y aller. On réfléchit actuellement pour préparer des dossiers pour d'autres financements qui vont arriver en 2021. Donc, je participe à des événements dédiés à la promotion des métiers, tels que des salons d'orientation. Donc, cette année, tout se fait par webinar. Donc, en ce moment, en France, c'est le moment pour les jeunes de choisir leur voie pour l'enseignement supérieur. Donc, on a organisé 2 salons de webinars où je présente le métier de la construction. Il y a eu des initiatives donc, pour présenter les différents acteurs du territoire de Nord-Isère et de Genevois français, donc les partenaires, les personnes qui voulaient participer. On fait des visites, soit d'entreprises, soit d'espaces innovants aussi, donc d'un côté et de l'autre. Il y a eu en fin 2019, il y a un atelier doctoral francophone qui a été organisé sur la construction durable et innovante, donc pour faire un lien entre les écoles de la recherche qui s'y fait et les entreprises qui travaillent dans ces domaines, donc transition énergétique, du bâtiment. On a développé un programme de formation destinée aux enseignants, donc parce que les professeurs ils sont basés dans les lycées et donc on se rend compte qu'ils ne sont pas tous à l'affût de ce qui se passe dans le domaine du bâtiment à l'extérieur des programmes de l'éducation nationale. Donc, il paraît important de leur montrer ce qui existe, soit des nouveaux matériaux, soit des nouvelles façons de travailler, la maquette numérique, voilà, tout un tas d'évolutions technologiques. Donc, il est important qu'ils les connaissent pour pouvoir ensuite les transmettre aux élèves. Donc, de la même façon, on a fait un atelier au lycée Jean Monnet, donc porteur du campus, pour leur montrer quels étaient les enjeux qu'il y avait dans le contexte transition énergétique. Donc, en France, il y a une nouvelle loi qui arrive pour augmenter la performance énergétique des bâtiments. Il y a différents moyens d'y arriver. Donc, il y a toutes les entreprises qui se mobilisent. Donc, l'idée, c'est de leur
faire transmettre ça aussi. Il y a un newsletter du campus donc, qui a été lancé l'année dernière. Donc, je la poursuis par rapport au travail de mon ancien collègue donc, pour communiquer sur des thématiques liées au bâtiment, informer sur l'évolution des métiers et des besoins en formation. Donc, on commence à avoir des études qui montrent qu'il faut que les formations s'adaptent à ces nouveaux enjeux et il y a encore un faible pourcentage d'écoles qui intègrent ces nouveaux aspects dans leur parcours. Informer sur des formations existantes dans le domaine de la construction, donc, en dehors des partenaires du campus aussi, et relayer des actions existantes. Donc, ça se fait aussi par LinkedIn. Donc, je vous inviterai aussi, si vous souhaitez, à vous abonner à notre page LinkedIn. Donc, j'y publie de temps en temps des choses. Après, voilà, il y a un vaste champ d'évolution. Donc, il y a beaucoup de thématiques dans le domaine du bâtiment, donc l'Internet des objets, les matériaux bas carbone, les nouvelles façons de travailler. Donc, on parle de lean construction, on parle d'économie circulaire, on parle d'industrialisation de la construction. Donc, c'est vrai qu'en termes de matière, il y a énormément de choses à faire. Donc, il y a beaucoup de travail. Et voilà. C'est en gros ce que j'avais prévu de vous montrer aujourd'hui. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci à vous, Carla. Merci infiniment. Donc, les questions, toujours possible de les adresser via le bouton questions-réponses et je vous propose de vous les faire remonter, Carla, après la présentation de Laurent. Simplement, avant de vous donner la parole, Laurent, on peut noter à notre humble avis, notre humble analyse, nous qui ne sommes pas spécialistes de la formation professionnelle, mais on compte bien le devenir. Hein, l'équipe de coopération est en train de se former. On voit bien, on commence à voir quelles sont les différences structurelles entre un campus des métiers en France et un Centro Integrado en Espagne. On voit aussi leurs points communs. Et je trouve tout à fait intéressant aussi d'avoir abordé, Carla, la question des financements publics dans le fonctionnement de vos établissements, notamment pour au travers d'appels à projets, si j'ai bien compris. Et oui. Bien évidemment, nous sommes bien conscients des difficultés que vous pouvez rencontrer toutes et tous en ce moment, enfin depuis un an malheureusement avec la crise sanitaire. Donc, je donne la parole à Laurent Reynaud. Peut-être aussi pour nos amis espagnols, préciser qu'historiquement, la France a été découpée en 30 académies et que depuis quelques années, il y a une politique de régionalisation des académies françaises. Et je pense que les deux intervenants français ce soir en sont de bons exemples puisque vous êtes tous les deux maintenant issus de ce qu'on appelle une région académique, donc qui regroupe plusieurs académies au sein d'une même entité académique. Excusez-moi pour les répétitions. Voilà, Laurent, je vous laisse la parole. Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter notre campus des métiers des qualifications, donc labellisé sur la thématique de l'industrie du futur en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, pour revenir un petit peu sur l'historique du label campus, il est assez récent, hein, ça date de 2013 et on fait partie des premiers campus labellisés. On était seulement sur la thématique aéronautique, puisque la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'une de ses plus grandes entreprises, c'est Airbus Hélicoptère, donc basée sur Marignane. Mais néanmoins, on a trouvé un intérêt à partager finalement les compétences de l'industrie et à travailler autour des briques technologiques de l'industrie du futur pour notre territoire. Donc, excusez-moi du coup. L'ambition en fait dans ce campus, donc c'est bien Carla a représenté toutes les caractéristiques de ce label. Nous en région, c'est se préoccuper de l'industrie d'aujourd'hui, donc on a des métiers en tension qui peinent à recruter et en même temps de se préoccuper du développement des compétences liées aux nouvelles technologies, donc à la fois au sein des établissements de formation, des plateaux techniques, des formateurs et créer les nouveaux parcours de formation qui viennent intégrer ces nouvelles briques technologiques. L'autre aspect, c'est de travailler de manière collective autour de cette thématique
Donc, fédérer tous les acteurs académiques, ça a été présenté par Carla. Donc, on a plusieurs organismes de formation, différentes typologies. On a 3 ministères qui s'occupent de la formation professionnelle en France, entre l'enseignement supérieur, le scolaire et le travail. Donc là, l'idée, c'est qu'aussi en région, on ait ces 3 ministères ensemble. C'est eux qui nous délivrent le label Campus des métiers. Et de travailler avec les acteurs territoriaux, donc notamment les régions, qui ont également des compétences au niveau de la formation, et notamment, là, il y a eu des réformes aussi en cours, mais de l'information et de l'orientation. Voilà. Et ensuite, ajouter à cela les acteurs économiques du territoire, donc pour faire finalement cette structure Campus des métiers. Alors, l'ambition du campus industrie, je vous l'ai un petit peu présenté, c'est vraiment cette attractivité autour de la filière industrielle. Ça a été dit par les collègues espagnols, et c'est vrai un petit peu partout, on a une problématique de féminisation de ces métiers, donc on cherche à faire connaître ces métiers-là et découvrir ces métiers-là aux jeunes filles, donc par différents concours. Vous avez un exemple de concours qui est lancé par une association nationale qui s'appelle Féminisons les métiers de l'aéronautique, où plusieurs organismes participent et les campus également. C'est en association avec des entreprises, notamment chez nous avec Airbus ou Dassault, et Air France ont participé. On a décliné via le campus ce challenge avec les métiers de l'énergie et notamment l'entreprise EDF. On l'appelait donc challenge énergie mixte, et on partage ce challenge avec un autre campus en lien avec les métiers de l'énergie sur la Normandie notamment. Donc là, c'est le travail d'information et d'orientation sur les métiers. On a une vraie problématique aussi sur la voie professionnelle, l'orientation des jeunes vers les bacs professionnels, donc les niveaux opérateurs, souvent choisis par défaut en France en tout cas. La voie professionnelle peine à recruter. Donc on essaye de valoriser ça donc, via des concours. Donc là, vous avez un exemple du président de région qui était au Salon du Bourget avec les meilleurs apprentis de France, donc qui sont issus de l'apprentissage. Donc on cherche à valoriser par l'excellence cette voie de formation professionnelle, qui s'est retrouvée finalement, cette voie d'excellence, déclinée par la réalisation du chef-d'œuvre. C'est une épreuve qui est commune à tous les bacs professionnels, mais qui est assez proche aussi de ce concours de meilleur apprenti de France, bien qu'elle soit un peu plus pluridisciplinaire. Voilà, donc la volonté du campus, c'est vraiment le soutien du développement économique par la formation et le développement des compétences pour tous les publics. Donc après, on peut s'appuyer sur les différents organismes de formation et typologies, organismes de formation continue, notamment de l'éducation nationale ou des acteurs privés des branches professionnelles pour travailler sur ce sujet. L'idée, c'est aussi de faire émerger des plateaux techniques innovants, et on verra un petit peu le sujet du financement compte beaucoup, et on travaille beaucoup par une approche de projet de financement tel que l'a présenté Carla au niveau des programmes d'investissement d'avenir. Alors, l'idée du campus, vous avez parlé, la différence par contre sur les 2 centres qui ont été présentés en Espagne, Carla a un petit peu la même typologie, je pense, de campus. On est vraiment en réseau. Certains campus des métiers en France sont très ancrés et très proches finalement d'un centre d'excellence sur un lieu physique et un lieu vraiment identifié. C'est ce que souhaite porter notre ministre de l'Éducation nationale. Il le compare souvent au Harvard de la voie professionnelle. Tous les territoires ne le permettent pas forcément. Donc nous, on est vraiment sur un réseau d'acteurs, et notre priorité, en fait, c'est d'organiser le territoire, d'organiser les relations entre les différents acteurs que j'ai cités tout à l'heure, pour essentiellement travailler sur l'ingénierie de parcours de formation, faire adhérer les équipes pédagogiques à ce dispositif, notamment par la formation de formateurs, des projets co-construits entre établissements, et in fine, on aura un impact sur les usagers du campus, c'est-à-dire les différents publics en formation. Donc, il est vrai que ce processus-là peut être différent d'un campus à l'autre. Je pourrais renvoyer à une structure comme l'Aérocampus Aquitaine qui est labellisée Campus des métiers et qui est carrément incarnée sur un lieu vraiment physique avec tous les espaces de formation, ce qui n'est pas le cas de mon campus des métiers des qualifications. Alors, dans les critères d'attribution du label campus, a été cité le pilotage de ce campus. Donc, il y a différentes façons de piloter. On a choisi, en tout cas, en allant vers la labellisation excellence, de se structurer en association. Donc, c'était une demande des acteurs économiques. Ils souhaitaient vraiment faire partie de la prise de décision de la construction et la co-construction de l'offre de formation en intégrant une structure juridique en propre. Donc, on est vraiment sur une association construite sur les 3 piliers de la formation sur une région. Donc, la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Sud, et ici, Industrie Méditerranée, qui est une association qui regroupe plusieurs branches professionnelles, notamment la chimie, la métallurgie et la plasturgie. Autour de ce collège des membres fondateurs, on a donc 3 autres collèges.
les partenaires institutionnels du territoire qui peuvent contribuer à toutes ces questions d'emploi-formation. On pense notamment à Pôle emploi, par exemple, ou les pôles de compétitivité. On a un collège des membres entreprises. Donc, dans ce collège-là, j'ai notamment l'entreprise Airbus, l'entreprise EDF et ST Microélectronique, donc des grandes entreprises, mais on accueille aussi des entreprises de taille plus modeste. Et enfin, on a le collège des membres académiques où viennent se regrouper enseignement supérieur, enseignement secondaire. Dans cette association, on a 5 comités qui partent du premier critère d'évaluation d'un campus, c'est l'aspect diagnostic. Donc, on garde un observatoire des métiers au sein de l'association, notamment en lien avec la branche professionnelle, Pôle emploi et les acteurs de l'emploi et de la formation pour vraiment évaluer au mieux les besoins du territoire et les écarts qu'on peut avoir entre compétences et finalement besoins en formation, sachant que finalement on se rend compte que les deux mondes ont des fois du mal à discuter, on n'a pas le même vocabulaire et c'est important finalement qu'ils se retrouvent autour d'une même thématique, en l'occurrence ici l'industrie. On a le pôle évolution des formations qui agit à la fois sur l'écriture des référentiels, mais également sur l'évolution des plateaux techniques et la formation des formateurs. On a un comité orientation, communication et mutualisation, donc on communique autant auprès des jeunes qu'auprès des entreprises sur l'offre de formation et les diplômes, y compris les diplômes nationaux, que lorsqu'il y a des changements dans ces diplômes, informer sur les évolutions de ces diplômes auprès des entreprises et des acteurs économiques pour justement garder un lien plus fort sur les périodes d'alternance en entreprise et montrer que finalement nos diplômes intègrent progressivement des évolutions. Je prends un exemple des métiers de l'électricité où on a intégré la notion du bâtiment connecté, le BIM, à l'intérieur, puisque c'était une demande des acteurs économiques. On a un comité mobilité internationale, c'est un des critères forts des campus des métiers, l'ouverture à l'international, notamment pour développer les compétences de mobilité. Et on travaille beaucoup, en tout cas dans le domaine industriel, sur la notion de souveraineté au niveau européen et national. Donc c'est vraiment la notion de mobilité, elle importe aussi au niveau de la reconnaissance des compétences entre nos différents pays au niveau européen. Bon, et le dernier comité, c'est surtout l'animation de l'écosystème et c'est là où j'ai donc ma place en tant que directeur opérationnel et je ne suis pas seul pour essayer d'animer au mieux ces différents comités. Alors, rencontrer l'équipe, finalement, en s'étant structuré en forme d'association, ce campus a la particularité d'avoir un pilotage régional au plus haut niveau des représentants finalement de la formation, donc avec le recteur de région académique qui est vice-président de l'association. À côté de lui, il y a également comme vice-président de l'association un élu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'orientation. Et donc, comme présidente, c'est donc les 3 membres fondateurs, Christine Baz, qui est en réalité là au titre d'Industrie Méditerranée et qui a également d'autres casquettes, c'est-à-dire qu'au niveau de la région Sud, elle représente France Industrie et elle est également directrice stratégique du développement de l'entreprise EDF en région Sud. Voilà. Et comme trésorier, non des moindres, on a le le délégué général de la branche professionnelle de la métallurgie, qui est une des branches professionnelles les plus importantes du territoire. Donc, on a vraiment un pilotage. Ce qui est important, c'est associant acteurs économiques et puissance publique. On est dans un équilibre systématiquement recherché entre voilà, cette mission de service public de formation, mais en même temps en intégrant donc, dans l'association les représentants du monde économique qu'on ne retrouve pas finalement dans les systèmes de gouvernance purement éducatifs, dans un conseil d'administration d'un lycée ou même une université. En général, le monde économique peut être entendu, mais ne prend pas part aux décisions directement. Rencontrer l'équipe, on est plutôt dans la partie opérationnelle, donc moi-même en tant que directeur, donc statutairement à la base enseignant et rattaché à un service du rectorat. J'ai une chargée de développement à mes côtés qui est sur toute la partie orientation, communication et information aussi auprès des entreprises. On laisse toute la partie pédagogique et évolution des formations finalement au corps d'inspection que l'on a en académie. Donc ça, c'est bien leur métier, mais ils le font aussi au service de notre campus dans le cadre de leur mission. Et pour l'enseignement supérieur, on s'appuie sur les enseignants-chercheurs. Et puis pour la partie internationale, on s'appuie sur une autre direction de la région académique, la DRAERIC, qui finalement m'a sollicité pour être avec vous aujourd'hui même et qui a mis au service du campus également un chargé des relations internationales, Marc Padovani,
qui partage toute son expérience qu'il a acquise, notamment dans les différents projets européens qu'il a pu porter autour des ECVET, par exemple, et la reconnaissance de compétences acquises entre différents pays européens. L'ancrage territorial, donc ça vous donne une petite cartographie de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les petites pastilles donc grisées correspondent au site des établissements de formation. Donc on est vraiment sur un outil régional et pour quand même avoir cette dimension d'incarnation territoriale, je vous ai mis deux exemples de schémas de totem, hein, puisque c'est les lieux représentant cette relation éducation-économie forte. On a un technocentre donc, à Marignane qui s'appelle Technocentre Henri Fabre. Alors Henri Fabre, c'est pour la petite histoire, le premier vol en hydravion au monde sur les Tandberg, donc qui était juste là. Donc on a donné ce terme-là par rapport à la coloration aéronautique à la base de ce projet. Et ensuite, on a une autre plateforme autour des métiers de la microélectronique et de l'entreprise ST Microélectronique qui est basée près d'Aix-en-Provence, à Gardanne. Voilà, et donc vous avez la liste des établissements de formation, universités, écoles d'ingénieurs comme les arts et métiers, écoles des mines, les organismes de formation continue qui sont également présents, plusieurs lycées, et puis le centre de formation d'apprentissage de la branche professionnelle de la métallurgie. Alors pour vous donner un petit exemple concret de co-construction de parcours et de problématiques emploi-formation qu'on peut être amené à traiter, EDF est venu nous rencontrer très récemment. Donc il faut savoir qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a toute l'ingénierie pour les centrales nucléaires basées en France. Donc tous les bureaux d'études sont basés à Marseille. Et sur un métier particulier, un métier de technicien très spécifique, de la tuyauterie industrielle intégrant le domaine d'ingénierie nucléaire, ils ont énormément de mal à recruter des personnes sur ce niveau de compétences. Ils les forment essentiellement en interne, ça leur prend à peu près une dizaine d'années. Quand ils les recrutent sortis de nos diplômes éducation nationale ou universitaires, ils prennent des BTS ou des DUT existants, mais néanmoins pas suffisamment colorés ou spécialisés pour leur permettre une intégration directement dans ce métier. Il se trouve que nos centrales nucléaires sont amenées à avoir un grand programme de remise à niveau sur les prochaines années pour prolonger leur durée de vie. Donc, on a potentiellement un recrutement de 20 postes par an sur ce métier très particulier, sur différentes entreprises du secteur du nucléaire. Très clairement, l'objectif du campus, c'est de faire toute une ingénierie pour créer un nouveau parcours ou colorer des diplômes existants. Et là, le choix qui a été pris, c'est à la fois une coloration d'un diplôme existant, un BTS, un brevet de technicien supérieur autour des métiers de la chaudronnerie, associé à une formation complémentaire qui sera proposée à la suite de ce BTS pour vraiment avoir une acculturation à l'environnement nucléaire et notamment à sa spécificité liée à l'ensemble de tuyauterie. Un autre programme donc, auquel on a répondu à un programme d'investissement d'avenir. On en a déjà un qui est en cours et là, c'est le deuxième qu'on a remporté. Donc, ce sont des investissements fournis par l'État, donc programme d'investissement d'avenir, qui peuvent être complétés par d'autres financements publics. Il se trouve qu'ici, la région Sud vient abonder dans ce financement. Et ensuite, on avait 30% à aller chercher avec des partenaires privés. Et là, c'est l'entreprise ST Microélectronique ainsi que la branche professionnelle UMM, donc mon fameux trésorier de l'association, qui sont venus abonder financièrement dans ce PIA. Donc, en tout cas, région, État, ST Microélectronique et UMM sont finalement tous les quatre adhérents à l'association Campus. Toujours pareil, le campus part d'une problématique économique. Donc, la diapositive que vous avez à présent sous les yeux, elle était proposée donc par les collègues de ST Microélectronique. Donc, c'est une entreprise qui fabrique encore du microcontrôleur en région, en France. Vraiment, on a la partie ingénierie qui conçoit le microcontrôleur et en même temps, on a la partie fabrication et réalisation des microcontrôleurs. Karine, s'il te plaît. Donc, le problème pour eux, c'est vraiment un problème de recrutement, manque d'offres, de montée en compétences des techniciens, des opérateurs vers un niveau technicien et de sensibilisation finalement à ces métiers de la microélectronique. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur tous ces champs en parallèle et puis aussi briques technologiques de l'industrie du futur, tout le process industriel de fabrication des microcontrôleurs, les machines
donne énormément de données à traiter. Et là, on est en train de faire des parcours de formation. Alors là, on est plutôt sur Bac+5, Bac+6 avec l'Université de Nice, l'Université de Marseille, l'école des mines de Saint-Étienne ainsi qu'une école d'ingénieurs lycéenne à Toulon pour un parcours de formation dédié à tous les cadres de ST Monde en fait, qui viendront se former à la partie intelligence artificielle et data scientist en région. Alors, l'ambition de ce projet, c'est créer une plateforme pédagogique, donc cette fameuse carte autour de la programmation d'un microcontrôleur STM32, donc franco-italien. Hein, on est sur ST est une entreprise franco-italienne, donc on veut travailler autour de cette carte-là et on a un projet Erasmus aussi qui est en cours de développement pour les apports pédagogiques autour de cette carte. Le travail autour d'un jumeau numérique sur la fabrication d'un microcontrôleur, puisque, in fine, on souhaite former, donc mieux former les ingénieurs et les techniciens à la fabrication des microcontrôleurs. Néanmoins, l'outil de formation, donc ça sera une salle blanche avec des machines dédiées. On ne peut pas avoir toutes les machines dédiées au vu de l'investissement. Donc l'idée, c'est de faire un lien entre la formation physique sur machine dans une salle blanche située à l'école des mines de Gardanne et à côté de ça, un jumeau numérique qui permettra de simuler une bonne partie du process de fabrication d'un microcontrôleur. On travaille beaucoup aussi sur le mentorat, donc un lien entre salariés et jeunes en lycée, mais également entre étudiants de l'école d'ingénieurs et jeunes en lycée. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu chez nous le dispositif de Cordella et Réussite, qui n'est pas propre au campus, mais qui est néanmoins mis en œuvre aussi au sein de ce campus. Voilà. Et l'ambition, c'est aussi de créer des nouveaux modules de formation, à la fois pour les salariés et les jeunes en formation initiale. Je vais vous parler d'une dernière problématique qui est liée à notre entreprise aéronautique, donc Airbus Hélicoptère. Et là, on a un véritable enjeu européen derrière cette entreprise qui embarque également l'Espagne. Donc, on a une stratégie de développement de l'entreprise qui appelle une réponse à la fois locale et européenne. Elle est liée finalement à deux grands axes. Une transformation industrielle impactée par les briques technologiques de l'industrie du futur. Donc, comme vous pouvez le voir dans la petite vidéo de présentation, donc de la réalité virtuelle, réalité augmentée dès la conception, mais également une fabrication complètement européanisée de l'hélicoptère, à l'image de ce qui existe déjà dans l'avion. Jusqu'à présent, les hélicoptères étaient vraiment fabriqués en France et en Allemagne essentiellement. Et là, le petit schéma que vous voyez dérouler, on a les poutres de queue donc, qui sont réalisées en Espagne sur le site de Albacete, le fuselage qui est fabriqué en Allemagne et l'assemblage qui va être fait donc, sur le site de Marignane en France. Donc là, on est clairement sur une entreprise à statut européen qui a besoin finalement de construire, d'avoir en fait une offre de formation professionnelle la plus européanisée et reconnue au niveau européen. Donc ça, c'est l'ambition d'un projet qu'on a déposé dans un centre d'excellence européen. On n'a pas été retenu, en tout cas l'an dernier, mais on compte recandidater dans ce schéma que l'on construit pour l'instant avec au niveau local, avec du financement région. Donc on a un projet en cours aux alentours de 3-4 millions d'euros qui embarque plusieurs écoles, donc du lycée aéronautique jusqu'à l'école d'ingénieurs, mais également met à disposition des fonds à l'entreprise Airbus pour ces outils de formation qu'elle va donc nécessairement ouvrir sur son propre site Airbus à des jeunes de la région. Donc on est vraiment en train de décloisonner l'outil de formation de l'entreprise, le lycée, mais également l'université, le centre d'apprentis, l'idée étant de vraiment décloisonner et de créer des liens entre formateurs au sein de l'entreprise, mais également au sein de nos établissements. Laurent, je suis désolée. La coopération, donc vous avez parlé de coopération franco-espagnole. Là, il y a un axe assez fort aussi avec l'Allemagne. Donc Airbus Hélicoptère était essentiellement franco-allemand et l'Espagne est venue nous rejoindre lorsque Eurocopter a été créé. Poussé finalement par cette coopération et notamment des dispositifs comme Protandem, on a lancé au cœur de ce projet-là donc un rapprochement sur des mobilités renforcées entre les régions, la reconnaissance des compétences acquises dans chaque pays, le partage aussi culturel entre les régions finalement et des projets collaboratifs interétablissements. Donc ça, c'est notre axe franco-allemand, mais qui en définitive a énormément de sens dans une dynamique européenne, telle que vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo de présentation d'Airbus et de spécialisation de sites. Donc ça, c'était l'objet de notre dossier Erasmus, qui n'a pas été retenu l'an dernier, mais de centre d'excellence, autour de la voilure tournante. L'idée, c'était de travailler autour de ces différents sites dédiés à l'aéronautique et plus particulièrement de la voilure tournante, donc
France, Allemagne, Espagne, hein, donc identifiés comme sites de fabrication, mais également la Hongrie et la Roumanie, qui sont deux pays qui produisent des pièces aussi pour Airbus Hélicoptère. Donc voilà, en tout cas, ça c'est un schéma, le schéma européen qu'on co-construit et qu'on réalise finalement puisqu'on est associé à l'entreprise et à ses sous-traitants, hein, puisque l'idée c'est d'embarquer aussi le réseau de sous-traitants et l'écosystème autour de l'entreprise Airbus et de la voilure tournante. Sur voilà, des niveaux de qualification plutôt bac, technicien, sachant qu'au niveau de l'enseignement supérieur, finalement, les mobilités et la reconnaissance des compétences acquises dans tous les pays est déjà finalement un processus bien instauré, même si on ne le néglige pas, notre priorité est quand même sur le niveau bac et technicien supérieur. Merci Laurent. Voilà donc il faudrait, pourquoi Laurent, on part sur ce niveau. Donc on a demandé une accréditation et j'ai eu la réponse aujourd'hui. Donc l'association est accréditée Erasmus. Donc on a fait une demande d'accréditation spécifiquement pour l'association. Donc les établissements de formation qui proposent des formations de niveau 3 et 4 pourront donc bénéficier de mobilité Erasmus avec notre axe de travail hein, dans les métiers de l'industrie au niveau bac. Laurent, on a très peu de mobilité pour l'instant développée. Donc, il faut commencer par favoriser la culture, la mobilité. Laurent, il faudrait couper. Pardon, je suis vraiment désolée. Bah, j'ai terminé. C'était bon, voilà. Voilà, Si parfait. Je suis vraiment désolée. Le contact, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, parfait. Voilà. Donc, je laisse... Voilà, c'était le mot de la fin. Donc, on est sur ce schéma-là. Voilà. Merci vraiment. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous les Alors, je vais repasser, pardon. Voilà, j'ai éteint l'interprétation. Merci, un grand merci à tous les participants ce soir. Donc, Laurent, Carla, on va passer aux questions. Merci muchas gracias a Sonia et Alberto también. Bon, nous avons quelques questions pour Carla et on va en poser très peu hein, puisque malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Déjà, une question peut-être intéressante. Est-ce que Carla et Laurent, des étudiants espagnols, peuvent postuler pour étudier dans vos campus de formation? Et si oui, à quel niveau? Je ne sais pas si Carla et Laurent sont là. Oui, moi je suis toujours là. Donc, vas-y. Pardon, Carla. Non, vas-y, ouais. Voilà, l'idée de la présentation de l'accréditation Erasmus, donc elle est, en tout cas pour nous, elle est unilatérale. Donc l'enseignement supérieur a déjà des partenariats qui existent. Nous, ce qu'on souhaite, en tout cas dans la dynamique campus, c'est autour des problématiques économiques d'essayer de co-construire des choses avec les partenaires économiques. Voilà. Donc là, très clairement, nous, on souhaite se rapprocher du site de Albacete. C'était très clairement, on a contacté le directeur, etc. Mais après, voilà, venir chez nous, on est dans les fonctionnements un petit peu classiques des établissements scolaires. Donc après, c'est des partenariats qui peuvent être faits de manière bilatérale. Mais nous, on peut être facilitateur dans la mise en relation sur un projet, on va dire, un projet économique ou lié à cette problématique-là. Voilà. Pour ce qui est de mon campus, en tout cas, ma vision. Carla peut-être une autre. Je ne sais pas si Carla, peut-être... Oh non, mais je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Parce que je suis arrivée il y a peu de temps. Et bon, l'Erasmus, donc je me renseigne. Il y a le lycée Jean Monnet qui porte le campus, qui fait des échanges dans ces domaines-là. Mais pour l'instant, on n'a pas d'action particulière à ce niveau. Mais bon, c'est un des objectifs aussi de développer des partenariats. D'accord. Bon, on a bien compris dans les messages des chats, etc., qu'il y avait des envies de partenariat. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous au niveau de la coopération éducative pour qu'on vous mette en relation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et on pensera éventuellement à un espace de partage très rapidement, puisqu'on voit qu'il y a des envies à ce niveau-là. Peut-être, il y a une question pour vous, Carla, sur les salons de l'orientation. Si vous avez parlé des salons de l'orientation, alors je ne sais pas si il y en a qui vont avoir lieu bientôt ou ça se passe de manière... non, là, ils ont eu lieu au mois de janvier. Au mois de janvier. Ils ont eu lieu au mois de janvier. D'accord. Je n'ai pas eu d'autres sollicitations pour le mois de février. Donc je pense que ça... D'accord. Je ne sais pas exactement la date, mais il y a un délai pour les vœux des
des élèves. D'accord, très bien. Je ne sais pas si Alberto et Sonia sont encore là. Il y avait une question pour Alberto. Je ne sais pas si Alberto est là. Toujours. Sí, sí. Alberto, había una pregunta sobre Il y avait une cómo question, Alberto, pour savoir si vous contactez, vous contactez vous-même comme centre, vous contactez les entreprises ou si ceci passe par la communauté autonome, par la région. En général, nous pouvons contacter directement les entreprises et donner une réponse à notre entourage. Et nous avons une liberté complète. C'est vrai que parfois, il y a des propositions de grandes entreprises qui parlent avec le gouvernement basque et la proposition nous arrive à travers le gouvernement. Mais en général, c'est à nous de contacter. Je ne sais pas, Sonia, si tu veux ajouter quelque chose. Non, effectivement, nous travaillons avec des entreprises petites et normalement, c'est nous qui les contactons. C'est nous qui les contactons, oui. Sinon, à travers le gouvernement d'Aragon. Je crois qu'on va clore cet événement. Il y a Bien. eu pas mal pas mal de réactions, du coup beaucoup de demandes d'échanges. En tout cas, je tiens à remercier à une nouvelle fois nos participants, donc Alberto, Sonia, muchas gracias, Carla, Laurent, merci encore, c'était très intéressant, très riche. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Comme vous le voyez, nous sommes sur Twitter, @IFE-Educa. Nous avons une chaîne YouTube où sera retransmise donc, la présentation pour ceux qui demandaient. Donc, la chaîne YouTube Cooperar para el Francés. Nous nous donnons rendez-vous en mars. Le prochain webinaire portera sur l'apprentissage, donc un autre regard croisé sur l'apprentissage et la FEP Dual en Espagne. Donc, nous vous repréciserons la date bien très prochainement. Voilà, et voilà. Donc, nous vous appelons, llamamos, lo digo también en castellano, llamamos a la gente que quiera también Et intervenir. je le dis aussi en français, en espagnol. Toutes les personnes voulant intervenir à ces webinaires, nous vous invitons. Dans ces webinaires. Donc, prenez contact. Vous avez le contact de Elodie. C'est le contact de Elodie aquí. elodie.bowens@institutfrançais.es. Voilà. N'hésitez pas à prendre contact avec elle. Nous serons ravis de vous faire participer à ces événements. Merci. Muchas gracias a Ismaël, a nuestro intérprete. Merci à notre interprète Ismaël, A tenu qui a un rythme très soutenu pour cette 7h45, je crois. Et donc, voilà, c'est le moment de clore cet événement. Merci à tous les participants, à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et donc, à très bientôt. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Et Au revoir. bonne soirée. Au revoir à tous.